Porzenparc, architecte, compte parmi ses principales réalisations la Cité de la musique à Paris, la Villette, le Café Beaubourg et le siège social de LVMH à New York. Quand les premiers arrivants sont arrivés dans la baie de Guanabara et qu'ils ont fondé Rio, ils ont écrit en Europe qu'ils savaient maintenant où était le paradis terrestre, mais ce n'était pas une plaisanterie amusante. Il y a eu des théoriciens à l'époque qui ont dit que c'était là que ça s'est passé. Et tellement ils trouvaient extraordinaire et hallucinante, en fait, cette formation de montagneuse, ces chambres de plages, de plaines ménagées entre les montagnes, cette variété de plantes, d'oiseaux, situation d'eau douce, de baies, de mer, c'est tout à fait extraordinaire. En fait, il y a la baie de Guanabara et il y a l'océan, et tout au long de l'océan, il y a la fameuse montagne atlantique qui déroule sa chaîne. Et cette montagne, quand elle rencontre la mer, soit elle crée des plaines, soit elle crée des pics et des baies. Et ces montagnes sont vraiment particulières, dansantes, dissymétriques, et puis parfois abruptes et très verticales. D'immenses rochers, la végétation monte à l'assaut. Native de Rio, Elisabeth de Porzenparc, architecte d'intérieur, a réalisé, entre autres choses, le Café de la musique à Paris, la Villette et celui des Grandes Marches à Paris-Bastille. Alors ici, on voit l'entrée de la baie de Rio, et c'est le début même de l'histoire de Rio, bien sûr, qui a démarré avec la construction de 2 forts pour protéger la baie des envahisseurs, essentiellement français d'ailleurs. Quand la cour est venue au XIXe siècle s'installer à Rio, Dom Jean VI, le roi du Portugal, a décidé de développer vraiment Rio et de créer des infrastructures. Donc tous les centres-villes s'est développé et le véritable développement de Rio a commencé à ce moment-là. Vers 1925-1927, Agache, un urbaniste français qui a travaillé dans le monde entier, est venu faire le plan du centre à Rio et d'autres endroits aussi. Et ici, on est sur l'avenue Président Vargas et Candelaria. C'est la place qui est au cœur du dispositif qu'il avait installé. Il reste de cela qu'il avait prévu un peu à l'italienne, pensant au climat sans doute, des trottoirs avec des grands portiques pour donner de l'ombre. Et ceci a été relativement bien suivi, puisqu'on voit des bâtiments de différentes époques qui ont continué à suivre la règle du portique avec la même hauteur. Dans le centre-ville de Rio, Le Corbusier a signé en 1936 le bâtiment qui abrite aujourd'hui le musée de l'éducation et de la culture. Alors ici, nous sommes dans un bâtiment qui est une date dans l'histoire de l'architecture. Et en 1936, Le Corbusier arrive au Brésil, invité par les architectes brésiliens. Lúcio Costa le rencontre et Oscar Niemeyer, tout jeune, fait un croquis. Il est peut-être un peu intimidé, il le chiffonne, il le jette par la fenêtre. Lúcio Costa sort le croquis et dit c'est formidable. Il le montre à Le Corbusier. Eh bien, c'était un croquis avec ses portiques hauts. Le Corbusier avait dans sa théorie urbaine des bâtiments sur pilotis, mais les pilotis de Le Corbusier étaient d'une hauteur plus basse, c'était peut-être 5 mètres. Ici, c'est des portiques qui font 12 mètres, qui donnent une ampleur. Bref, c'est un bâtiment qui est une sorte d'icône, qui va être un signal de départ aussi d'une architecture de très très haute qualité,
qui marque une des parts les meilleures de l'aventure de l'architecture moderne du XXe siècle. On a des pics fameux dans Rio. Le principal, le Corcovado, c'est en fait une grande montagne forestière qui se termine par un grand pic. Et puis on a des pics secondaires, le fameux pain de sucre, les deux frères, et une série de grands totems comme ça. Ces totems séparent ce qu'on pourrait appeler des chambres. C'est une ville avec plusieurs pièces. Donc, pour passer d'une pièce à l'autre, vous aviez autrefois un chemin de montagne et maintenant il y a des tunnels. Dans la zone sud, Copacabana, la plage la plus célèbre de Rio, a été urbanisée dès les années 30. Que dans le siècle dernier, les architectes, les urbanistes, des gens comme Costa, Heidi, Burle Marx, Niemeyer avaient cette fraîcheur de revoir les choses autrement. Je pense que l'inspiration là est régie par la beauté de la nature qui les a véritablement enchantés. Ils avaient ça dans l'œil et dans le corps, et je pense que ça explique cette façon d'habiter la ville en la plantant autrement, en faisant des choses qu'on n'imaginerait pas. Burle Marx aussi a ici dessiné l'agrandissement de la route. Il a dessiné tout ce travail un peu pictural du noir et du blanc avec les petits pavés dits à la portugaise. Comme dans toute ville, vous avez des bâtiments exceptionnels, mais vous avez le fait que la ville, elle est faite de l'architecture ordinaire, on pourrait dire. Et à Rio, elle est très intéressante. On la voit le long de cette séquence qui va partir du centre, qui va longer tout le Aterro. Là, vous êtes dans les années 30, vous avez cette architecture des grands immeubles blancs. On va passer ensuite dans un mélange d'années 30 qui passe aux années 50, c'est Copacabana. On va passer à Ipanema, et là c'est vraiment tout à fait les années 50, 60. On va passer à Leblon, on est tout à fait dans 60, 70. Donc on a un déroulé de l'histoire du siècle dernier, le long des baies et des plages. Et ça c'est aussi une des choses magnifiques de cette ville, c'est que les différentes chambres vont refléter les différents moments et différentes époques. C'est merveilleux de se dire que la ville est un grand calendrier historique qui reste vivant. Je pense que ça a beaucoup changé la pratique de la ville quand les tunnels ont été faits. Les premiers sont assez anciens et ils ont un effet merveilleux aussi parce que c'est tout à fait comme un grand appartement. Vous ouvrez une porte, vous êtes dans un grand quartier, le tunnel va durer 1 minute ou 2 de noir et plaf, vous surgissez et c'est autre chose. Au cœur de la ville, un quartier pauvre, Rocinha, une des plus grandes favelas de Rio. Installée sur les collines, la plupart des favelas surplombent les quartiers les plus riches. Alors ici, on voit l'ingéniosité humaine, collective, qui fabrique un grand organisme vivant. Comment se sont faites les villes avant la Grèce et Rome? Avec la Grèce et Rome, on sait, il y a une idée d'urbanisation. Il y a une autorité collective qui trace les rues et qui décide ce qui est privé et ce qui est public. Mais avant, comment ça se faisait? J'ai toujours observé ça avec intérêt. On voit que c'est des cellules, des appartements, des maisons qui s'agglutinent. Mais comment ça fait quand ça passe de 10 à 20, puis de 20 à 10 000, puis de 10 000 à 250 000 comme ici à Rocinha? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on creuse. On achète un bout de maison à quelqu'un, on lui démolit, on fait passer la rue. On chemine, on bricole, on ajoute. Et vous voyez les ajouts
un fils, une fille, quelqu'un d'autre, etc. Ça fait un étage de plus, ça va jusqu'à 6, 7 étages. Quelquefois, il y a eu des drames, des pluies, ça tombe, ça repart, on reconstruit. Vous voyez, il y a quand même cette idée qu'il y a des rues, il y a des passages publics. Et il y a des maisons qui se soucient de peindre, de trouver des couleurs, d'avoir un revêtement, d'avoir une présence. Et on se dit, voilà, dans 100 ans, ce sera un quartier de ville qui grimpe, comme sont beaucoup de villes du sud de l'Italie. Et si on voit Naples et le quartier espagnol, ce n'est pas très différent et ça a simplement 2000 ans. Alors c'est très passionnant de voir ici une ville qui a 50 ans et qui est d'avant la ville urbanisée, organisée, d'avant la loi et le droit. C'est une ville illégale, tout est fait avec le bricolage, l'entente entre les gens et la pression, la violence aussi que ça comporte. Cette architecture sans architecte est un mythe qui a fasciné toute ma génération depuis 50 ans. C'était l'idée que l'autoconstruction, chacun se fait sa maison. Alors c'est une utopie dans nos sociétés à nous qui sont extrêmement réglées. Et ici l'utopie elle est concrète. Donc l'urbanisme c'est toujours un équilibre entre cette poussée des individus et puis une règle publique pour qu'on ne se gêne pas. Alors ici la poussée des individus domine, elle est très forte. Et puis la règle publique elle vient petit à petit. On finit par faire des égouts, heureusement. On a taillé des rues et même des routes. Je me souviens de mon enfance autour de Paris, il y avait des grands bidonvilles. C'était une grande misère et des gens, on disait, sans logis. Ici, ce n'est pas du tout des gens sans logis, c'est des gens qui ont construit leur logis ensemble. Quand je dis ensemble, parce qu'ils sont nombreux et qu'ils se débrouillent ensemble avec l'ingéniosité. Et que ce logis, il a un futur, il est là pour toujours, ça ne va pas être démoli. C'est au bord de la lagune qu'Elisabeth de Porzenpark va réaliser son premier projet architectural. 2 immeubles d'habitation, une fondation d'art et son parc aménagé. La lagune des Rio est l'un des points très très intéressants pour exprimer cette relation entre la topographie et l'architecture contemporaine. Parce que la lagune, d'un côté, est bordée par la mer, par ces quartiers bas qui donnent vers les plages d'Ipanema et les Blonds, et de l'autre côté, par cette chaîne des montagnes qui entoure la lagune. Donc l'intérêt pour moi de ces projets, c'était de dialoguer à la fois, bien sûr, avec les montagnes qui sont derrière, mais aussi, évidemment, avec l'existant, avec les immeubles voisins. Comme je vais le problème de cette tour qui est juste à côté, si je m'étais contentée de faire un immeuble droit, j'aurais supprimé la visibilité de la moitié des appartements de cette tour. Donc ces obliques ne sont pas un geste gratuit et en même temps je pense que dans les sites ça va compter comme un événement architectural pour signaler aussi la fondation d'art qui est juste en dessous au pied. Ces projets qu'on appelle une opération groupée parce qu'il s'agit évidemment avec la rentabilité des appartements qui seront vendus ici de pouvoir financer à la fois la construction de la fondation et l'aménagement de cette partie de la lagune qui est un petit peu laissée pour compte. Donc, je suis très contente de faire à la fois un projet urbain, culturel et architectural dans ma ville natale. Le tracé, influencé sans doute par Agache, a été une grille d'îlots avec quelques places publiques et ça se relie. Et ici ça s'appelle Ipanema, ici le Blond. C'est intéressant parce que cette ville d'apparence classique, quadrangulaire comme ça, s'est développée effectivement dans les années 50-60. Vous savez, Ipanema, c'est le moment de cet éveil du Brésil, c'est le moment de la bossa nova. Et c'est à ce moment-là aussi que l'architecture s'est développée là, et c'est une architecture essentiellement moderne, au sens où ce sont des bâtiments qui ne sont pas mitoyens, reliés les uns aux autres avec des corniches. Alors on a cette situation hybride d'un tracé classique et d'une architecture moderne à immeuble autonome. Moi je l'ai tout de suite trouvé formidablement magnétique et vivant parce que à certains endroits les immeubles poussent un peu plus haut, se sont un peu reculés, alors que cette architecture-là même
Dans toutes les villes du monde qui se sont développées au même moment, elle est souvent un peu triste, et les urbanisations des années 50, 60, 70, nulle part au monde, elles ont un côté réussi, un peu glamour, comme ça. Et là, il n'y a aucun immeuble qui est exceptionnel, mais le truc prend. Oui, cette ambiance très particulière d'Ipanema qu'on va retrouver dans le Blon, elle est née de la conjonction d'une simple grille de rue, de plantations assez généreuses et irrégulières, d'un climat qui le permet, et puis de strates d'urbanisation successives et de permis de construire qui ont permis parfois localement de monter un peu plus haut. Cette variété de chaque bâtiment distinct l'un de l'autre, normalement ferait un chaos insupportable, mais comme il y a ces rues très simples, elles ordonnent les choses. Alors je trouve très intéressant ici ces lieux parce que nous voyons plusieurs périodes de l'architecture brésilienne. Donc on démarre par le Paço Imperial qui est l'ancien palais et juste derrière il y a cet immeuble néoclassique français et on voit tout de suite derrière l'immeuble jaune du 19e portugais. Alors la confrontation des trois est vraiment très intéressante parce qu'on voit comment le baroque portugais du Paço est très épuré et très simple et très rigoureux et comment l'architecture néoclassique française est déjà chargée et peu inventive aussi parce que évidemment on reprend des éléments de l'architecture classique et juste derrière on voit ces bâtiments jaunes qui est du 19e portugais. Un peu rococo avec tous ces décors un peu gratuits. Et cette gratuité, je pense qu'elle jure un peu aussi par rapport à la pureté et à la rigueur de la façade du bâtiment du Paço, du baroque portugais colonial. Et juste derrière le Paço, évidemment, cette grande tour immense qui n'est pas très heureuse d'architecture contemporaine. Là, je pense qu'on a un microcosme vraiment des Rio. Ici, nous sommes devant le musée d'art moderne d'Eduardo Alfonso Reidi, l'architecte, qui a construit en 1952. Et nous sommes au démarrage de ce atero, de cet agrandissement pris sur la baie. Et l'idée était qu'il fallait une nouvelle circulation qui aille plus vite, qui ne passe pas par les embouteillages de Rio. Donc reporter les voitures, une voie rapide sur les bords. Mais la belle idée, c'est que la voie rapide devient une scénographie ou une cinématographie de la ville en mouvement qui va s'enrichir d'un parc merveilleux fait par Burle Marx. Nulle part au monde, cette idée moderne d'être en lévitation avec les bâtiments ne s'est appliquée aussi bien qu'au Brésil. Il faut dire qu'au Brésil, elle apporte l'ombre. Elle apporte aussi cette liberté de la vision, cette manière qu'a le bâtiment de ne pas encombrer. On a de l'ombre, les gens passent. Au fond, on a cette passerelle merveilleuse que Reidi a dessinée aussi, qui relie à la ville. Et ce bâtiment surélevé, ça va être aussi une sorte de prototype de l'architecture brésilienne, la maison à véranda, libérée du sol, le jardin passe dessous. Et cette maison où on a une grande terrasse qui est à l'ombre. Et on va retrouver ça dans le projet qu'on fait à la Cité de la Musique à Barra da Tijuca.
C'est à la jonction de deux grandes avenues, à Barada Tijuc, que Christian de Porzenparc va installer la Cité de la musique, une commande de la mairie de Rio. C'est un bâtiment qui est d'abord, il est fait pour se comprendre et se voir de loin. Et vous voyez, depuis la longue ligne amarelle, on verra ça dans l'axe, comme ça, dominant un jardin qui n'est pas dessiné encore. Quand on entre dans le jardin, on montera par des escaliers et on verra surgir ce grande véranda de 20 mètres de haut. En se retournant, vous voyez, on regarde vers le nord et on voit les montagnes au loin, comme ça. D'un autre côté, on se tourne de l'autre côté, on a toutes ces formes, on voit les tours de Barra, et au-delà, on sait qu'au-delà, il y a la mer. On est en train de travailler pour qu'il y ait des endroits où on puisse monter, d'où on verra la mer, vous voyez. Et ces formes très caractéristiques sont ce à quoi je suis arrivé pour arriver à tenir tout ça sans mettre milliers de poteaux. Quelques-uns m'ont dit, mais au fond, pourquoi tu as mis un plan horizontal sur le dessus? Et je leur disais, ces formes-là, c'est un petit peu une réponse aux montagnes, et je pense qu'avoir ces formes lyriques, si elles se déployaient dans le ciel, serait comme un pléonasme avec les montagnes qui sont au loin. Le long du littoral, à Barada Tijuca, la ville poursuit son extension. Un quartier résidentiel s'y développe sous la forme d'un nouveau type d'habitat, les condominiums. Alors vous avez la grande avenue das Américas, et puis vous avez la plage, ça c'est quand même 15 km, c'est grand. Vous avez les montagnes au loin, et vous avez des marais, des lagunes à nouveau. Donc tout ça est plat. Et puis l'avenue des Américas qui est croisée par la ligne amarelle. Et là, cette ville des objets, c'est tantôt des maisons, tantôt des tours d'habitation, tantôt même des bureaux. Et de l'autre côté, des shoppings. Cet urbanisme moderne a ouvert la possibilité du condominium privé, c'est-à-dire vous entrez presque avec carte ou je sais pas quoi, et vous avez un jardin avec 4 grandes tours, vous habitez dedans, vous voulez acheter du pain, il faut redescendre, prendre la voiture, aller de l'autre côté de l'autoroute. Il existe Novo Ipanema, il existe à São Paulo Alphaville, ici nous sommes à Novo Leblon. Voilà, c'est l'entrée d'un condominium, ça veut dire que vous avez une porte, vous avez là-dedans un système de rue en boucle qui ramène à la sortie à cette porte. C'est un sac avec une seule entrée, une seule sortie, et on est contrôlé, et donc à l'intérieur c'est la sécurité. La scène essentielle, c'est les enfants qui marchent avec leur sac à dos ou leur sac à roulettes sur le trottoir qui traversent les rues. C'est vrai que si ailleurs dans la ville ils ne peuvent pas le faire, eh bien il est normal, on peut comprendre que les familles viennent habiter ici. Le modèle urbain qui consiste à dire on ne fait plus de rue, a prévalu après la guerre partout. C'est très simple. Pourquoi cet acharnement sur les rues? Parce que je crois qu'il y avait une immense confiance dans le futur et qu'il avait été édicté que la rue faisait partie d'un modèle passé, inefficace. Au fond, si vous voulez, c'est l'efficacité de la densité qui a prévalu. Ici, on a pu faire avec le terrain 3 fois plus d'argent que si on avait fait avec un système de rue, ou 2 fois plus d'argent parce qu'on a logé plus de monde. Alors qu'au fond, écoutez, y a la place. Hein. Vous voyez, ça s'appelle une rue. On pourrait se dire que c'est un parc à voir comme ça. En fait, c'est un espace assez ennuyeux où vous êtes contrôlé assez vite, on l'a vu. C'est donc plus l'espace public de la ville. C'est un espace séparé, protégé, privatisé. En fait, si vous voulez, le modèle de l'urbanisme moderne est devenu le prototype de la ville sécuritaire. On ne peut pas incriminer un tel ou tel autre, ni les gens qui ont envie d'avoir une maison à jardin.
On constate, on voit simplement que c'est le marché qui crée ça et que si il n'y a pas une volonté civique et urbanistique de faire autrement, c'est ce qui nous attend partout, cette ville de grilles et de barrières.